Hello les amis, voici une nouvelle émission de Face à Face et je suis heureux de vous retrouver. Comme vous le savez sur ma chaîne, j'aime beaucoup parler de sujets à la limite de la science officielle. En effet, celle-ci, comme je le dénonce à longueur d'émission, est représentée hélas par des scientifiques pensant tout savoir, en ayant toujours oublié d'étudier l'histoire, pour se rendre compte que tous ou presque les hommes de science du passé ont toujours cru tout savoir et considéré leur science de l'époque comme vérité fondamentale. C'est dommage de ne pas partir toujours du concept que l'on ne sait rien. D'ailleurs, on ne sait tellement rien que l'organisme vivant, certainement le plus vieux sur Terre, met échec et mat l'ensemble de la communauté scientifique. Cet organisme est tellement déconcertant que les scientifiques eux-mêmes, qui l'étudient, l'ont appelé OVNI. Organisme vivant non identifié. Je l'ai découvert il y a 2 ans, grâce au livre d'une chercheuse au CNRS, Audrey Dussutour. Je vous montre le livre ici. Avec qui j'ai échangé. J'aurais bien voulu qu'elle soit là avec moi sur cette émission, mais je comprends qu'un chercheur en place au CNRS, vivant de fonds publics ou privés, se doit de faire attention sur les médias sur lesquels il passe. Cet organisme s'appelle Physarum polycéphalum, plus communément appelé blob. Je vais de suite vous le présenter. Voilà. On peut le trouver comme ça, dans la forêt. C'est ce genre de champignon. Vous voyez ici qui attaque un bout de bois mort. Il fait bien évidemment les gros titres de la presse scientifique. Le voilà, le blob, la créature qui affole les biologistes. Ce n'est ni un végétal, ni un animal, juste une simple cellule unique, mouvante et intelligente. En culture, en laboratoire, il peut également, si on le met dans des boîtes, se présenter sous cette forme, comme cela. Donc, il se présente sous la forme d'un champignon spongieux que l'on trouve dans nos forêts partout dans le monde. Donc ici, je vous l'ai présenté, il est en jaune, c'est sa couleur la plus commune, mais il peut prendre également d'autres couleurs, blanc, violet. En fait, ce n'est pas un champignon, les biologistes l'ont classé dans la catégorie des protistes, terme inventé en 1866 par Ernst Haeckel. Les protistes regroupent tout ce qui ne correspond pas aux végétaux ni aux animaux. Je vais en profiter pour vous lire un court extrait du livre d'Audrey que je vous conseille vraiment vivement d'acheter, car outre la découverte de ce fabuleux blob, Audrey explique à merveille le quotidien d'un chercheur de nos jours, où l'on apprend par exemple qu'en France, mais c'est aussi le cas en Italie, parce que je connais des chercheurs italiens, qu'un chercheur passe hélas le plus clair de son temps, non pas à faire des recherches, mais à chercher des fonds. Alors, si on lit cet extrait, elle écrit « Anton de Bari, chirurgien botaniste, microbiologiste et mycologue, s'est farouchement opposé en 1859 à la classification du blob dans les champignons. Il était persuadé que le blob était mi-champignon, mi-animal, et le nomma Mycetozoa, ou champignon animal. Heinrich Anton de Bari, tout comme Charles Darwin, publia en 1859 une monographie séminale qui deviendra un ouvrage de référence pour la microbiologie et la mycologie. La mycologie étant l'étude des champignons. Or, si le livre de Charles Darwin se vend encore aujourd'hui et demeure le livre le plus cité des sciences biologiques, l'ouvrage d'Anton de Bari est tombé dans l'oubli.
connu seulement de quelques spécialistes. L'une des raisons est que Charles Darwin a publié un ouvrage concernant les animaux et les plantes, alors qu'Anton de Bary a parlé des micro-organismes inférieurs, des êtres vivants longtemps négligés par l'homme. Si pour Charles Darwin, il n'existait que le royaume animal et le royaume végétal, pour Anton de Bary, il s'agissait d'un continuum, et séparer les organismes entre ces deux royaumes lui semblait arbitraire. Anton de Bary fut ignoré, et le blob resta confiné aux champignons jusqu'aux années 1970. Dans la recherche comme ailleurs, celui qui parle le plus fort est généralement le plus écouté, même s'il se trompe. En 1969, Lindsay Olive est venu tout chambouler. Ce mycologiste américain de l'Université de Caroline du Nord proposa de classer l'objet vivant non identifié dans le règne des protistes, tout simplement parce que le blob ne mange pas comme un champignon. Il se nourrit par absorption, alors que Physarum polycephalum s'alimente par ingestion. Rien à voir donc. Bien pratique, ce règne des protistes. À l'époque, il recoupait tout ce qui n'était ni plante, ni champignon, ni animal, un genre de fourre-tout. Le terme protiste ne vous dit sans doute rien. Pourtant, quelques-uns de ses membres sont bien connus, comme Plasmodium, le responsable du paludisme. Cette classification a fini par être abandonnée, car sans réel fondement scientifique et ne servant surtout qu'à classer l'inclassable. S'y trouvaient réunis de plus en plus d'organismes n'ayant rien à voir les uns avec les autres. En 1997, Sandra Baldauf, une généticienne de l'université d'Uppsala en Suède, a proposé d'attribuer au blob son propre règne, le Mycetozoa, en hommage à Anton de Bary, le plus inspiré dans sa classification. Pour l'anecdote, j'ai rencontré Sandra en 2012 en Suède. Elle m'a avoué ne pas aimer beaucoup le blob. Elle le considérait comme un organisme incompréhensible génétiquement, car il avait, selon son expression, un génome poubelle, le rendant à l'époque inclassable. Je vous rappelle que le génome recouvre l'ensemble de l'information génétique d'un organisme contenu dans chacune de ses cellules sous la forme de chromosomes. Il est souvent comparé à une encyclopédie dont les différents volumes seraient les chromosomes. Le nombre de chromosomes varie beaucoup. Une espèce de fougère possède ainsi le plus grand nombre de chromosomes répertoriés, 1440. Le blob, lui, a un nombre indéterminé de chromosomes, de 20 à 80, évoluant d'un blob à l'autre. Pour Sandy, le génome du blob renferme plein d'informations inutiles, comme si certains volumes de l'encyclopédie étaient écrits en charabia. Et c'est là que c'est intéressant. On ne comprend pas le blob, car il aurait plus de génomes dits poubelles que de génomes dont on arrive à comprendre l'utilité. Je vous rappelle que concernant notre ADN, la plupart des scientifiques considèrent que nous aurions entre 80 à 98% pour les plus extrémistes d'ADN non codant, c'est-à-dire poubelle. Revenons à notre blob et gardons cela en tête. Un corps humain, c'est environ 100 000 milliards de cellules. Évidemment, vous ne pouvez vous représenter ce nombre. Sachez juste que le produit intérieur brut de la France, c'est 2300 milliards d'euros par an. Environ 40 fois moins que de cellules dans notre corps. Ces cellules sont très spécialisées pour nombre d'entre elles. Cellules du foie, cellules du cœur, etc., etc. Or, le blob, c'est une cellule. L'être humain, c'est une espèce. L'Homo sapiens sapiens. Le blob, c'est plus de 1000 espèces. L'être humain, c'est 2 sexes, homme-femme. Le blob, c'est 720 sexes. Cela veut dire quoi? Que sur une population de 720 personnes, moitié femme, moitié homme, on a 359 possibilités de se reproduire. Le blob, lui, en a 719. De plus, le blob a 2 modes de reproduction bien distincts. Soit comme les champignons via des spores, soit en se dédoublant. Alors, comme des champignons via des spores, je vous montre aussi là une photo de la faculté de se
champignon, enfin je l'appelle champignon, je ne sais pas comment l'appeler, ce blob, voilà. Il se met comme ça, et il y a les spores dans les petits cercles, et donc au gré du vent, pouf, ça s'éparpille dans la nature. Mais le blob peut aussi se dédoubler. Un blob peut donner des milliers de blobs si on les découpe. Il est aussi capable de se dédoubler tout seul. Mais pourquoi je vous parle du blob présent sur Terre depuis 500 millions d'années? Parce qu'il est intelligent. Outre le fait d'être indispensable à notre écosystème, car il recycle les nutriments et relâche les micronutriments dans la nature, il sait résoudre de nombreux problèmes, comme toujours trouver la sortie d'un labyrinthe. Et en plus, il a une intelligence innée qui lui fait réaliser des choses incroyables. Par exemple, on a placé un flocon d'avoine, le blob en effrayant, sur une carte à la place de chaque ville proche de la périphérie de Tokyo. Et on a placé le blob sur Tokyo. Le blob s'est alors étalé pour rechercher sa nourriture, pour laisser en place ensuite les veines que l'on a comparées au réseau ferroviaire en place à Tokyo. Je vais vous montrer un petit schéma. Voilà. En bas, c'est le réseau actuel ferroviaire de Tokyo. En haut, c'est ce qu'a produit le blob. Le blob a produit un réseau bien plus efficace, toutes les villes restant connectées, même si un lien se trouvait rompu, et les chemins empruntés étaient à la fois plus courts et moins redondants. D'autres expériences ont été reproduites avec des pays comme la France, par exemple, Paris et les principales villes françaises. Et le résultat est bien meilleur que le réseau ferroviaire de notre cher bonne SNCF. Le blob résiste à tout. Feu, eau, il est immortel. Quand il ne trouve plus de nourriture, il se fige, comme les champignons, ça devient un sclérote, et revient à la vie quand la nourriture se fait à nouveau présente. Il possède une mémoire. Et là aussi, cela pose un énorme problème. Car certes, sa méthode pour trouver par exemple dans une pièce de la nourriture, il se déplace entre 1 à 4 cm par heure et il dépose une sorte de mucus où il ne repassera pas dessus s'il n'a rien trouvé. Mais mieux, en plaçant un blob dans un endroit où l'on faisait subitement chuter toutes les 30 minutes la température et l'humidité, le blob cessait de croître. Au bout de quelque temps, en ne changeant plus ses conditions, le blob cessait néanmoins de croître toutes les 30 minutes, comme s'il savait, il avait ingéré que toutes les 30 minutes, il se passait un événement et il se figeait. Autre chose étrange, les blobs, en fonction de leur origine, se comportent de façon totalement différente. Audrey Dussucur a étudié le comportement de 3 blobs, l'un américain, l'autre japonais, l'autre australien. Et là aussi, c'est incroyable. Par exemple, le japonais et l'australien adorent les flocons d'avoine bio. L'américain ne les mange même pas. Mais même dans leur façon d'évoluer, dans leur environnement, de rechercher de la nourriture, est totalement différent pour chacun de ces blobs, ainsi que de leurs relations. Un blob japonais a d'autres relations avec un blob américain qu'un blob australien et vice-versa. Ce qui est marrant, c'est que si on met un blob japonais et un blob américain ensemble, le blob américain mange le japonais, le digère, apprend tous ses nutriments. Le japonais ne fait jamais ça, mais le japonais est bien plus intelligent dans beaucoup d'autres domaines. Et c'est là que c'est fantastique. Car je vous le rappelle, on parle d'un organisme unicellulaire. Donc il n'a pas d'yeux, il n'a pas d'estomac, il n'a pas de cerveau, il n'a pas de mémoire, il n'a rien. Juste une cellule. Et ce blob donne déjà raison à Philippe Guillemot, autre chercheur au CNRS, quand il dit que la mémoire ne se trouve pas dans notre cerveau. Le blob en est la preuve éclatante, car il n'a pas de cerveau. Et là, on arrive à évoquer les travaux de Vladimir Vernadsky et de Pierre Teilhard de Chardin sur la noosphère,
qui désigne la sphère de la pensée humaine, mais qui, à mon avis, devrait être étendu au monde végétal, animal et celui de tout autre être vivant sur cette planète. Teilhard de Chardin a développé une vision d'une humanité en voie de planétisation, ce qui se rapproche du terme contemporain de mondialisation, avec une connotation un peu plus spirituelle. C'est la vision d'une humanité dont l'imaginaire, les pensées, les idées, les découvertes, en d'autres termes le psychisme ou la conscience, tisse progressivement une noosphère de plus en plus serrée et dense, génératrice de toujours plus de conscience et d'une conscience de plus en plus solidaire, de plus en plus planétaire. Par noosphère, Teilhard de Chardin désigne le milieu ou la dimension de pensée et de conscience qui, depuis le début de la vie sur Terre, a progressivement évolué pour finir par envelopper et imprégner toute la biosphère à la manière d'une autre atmosphère, faite cette fois non pas d'oxygène, mais de psychisme. Évidemment, cela pourrait prêter à sourire à nos scientifiques conventionnels, mais ils en oublieraient les travaux fantastiques réalisés sur la puissance de l'énergie psychique par le savant atomiste, l'un des leurs, M.J. Stowell, mais également les mesures sur celle-ci réalisées par le chercheur Boguslav Lipinski. Je ne vais pas m'étendre sur ces deux chercheurs car j'en ai déjà longuement parlé dans ma conférence disponible sur cette même chaîne, Ufologie, paranormale, apparition mariale, nos origines. Je pense, moi, en toute modestie, que cette noosphère englobe bien plus que la seule énergie psychique humaine. C'est la seule explication possible à cette nouvelle forme d'intelligence que démontre le blob. De plus, cette noosphère ne serait pas homogène, mais fonction des régions qu'elle englobe. Cela expliquerait les différences fondamentales entre des blobs de diverses régions du monde. Alors comment serions-nous reliés justement à cette noosphère ? C'est justement là, on trouvera la solution dans justement ce qu'on appelle le génome poubelle, l'ADN poubelle. On ne sait pas. On l'a vu tout à l'heure que pour l'ADN humain, selon les scientifiques, on va jusqu'à même 98% d'ADN poubelle. Et justement, ce ne peut pas être de l'ADN poubelle. Je ne vois pas pourquoi un organisme aussi complexe que notre vivant ait pu constituer plus d'ADN poubelle que d'ADN codant. C'est justement qu'il sert à autre chose qu'aujourd'hui, en 2019, on ne sait pas, bien sûr. Mais ça sera certainement en liaison avec cette noosphère, avec cette énergie psychique qu'on est, je vous l'ai dit tout à l'heure, capable de mesurer avec des appareils scientifiques, mais cela provient bien de quelque part. Et que tout comme le blob a un génome poubelle, nous avons un génome poubelle, mais en fait, il sert à quelque chose. Et ça, c'est certainement là qu'il y a la clé entre notre ADN, auquel on ne sait pas à quoi il est rattaché, ce qu'il code. Ce qu'il code, c'est quelque chose qu'on ne sait pas encore, mais cela code, et ça a un lien avec cette fabuleuse noosphère. Voilà. Je ne saurais conseiller tous les chercheurs qui étudient le blob de se rapprocher des travaux de ces chercheurs pour en faire le lien. Enfin, sachez que maintenant le blob intéresse de plus en plus de scientifiques dans le monde, y compris dans le domaine de l'intelligence artificielle, de la robotique et de l'informatique. Comme quoi, qui aurait dit un jour qu'un organisme unicellulaire, vieux de plus de 500 millions d'années, ferait échauffer les esprits de nos scientifiques contemporains. Achetez le livre d'Audrey, vous allez apprendre beaucoup de choses, c'est pétillant, c'est frais, ça se lit vraiment tout seul, d'une seule traite. Il est juste exceptionnel. Je l'ai donné cet été à lire à ma fille de 11 ans. Elle a adoré. Voilà. Merci Audrey. Merci à tous. C'était très court, mais j'avais envie de faire cette émission car on fera une prochaine émission avec deux invités que je réunis ensemble sur justement les états modifiés de conscience. À très bientôt sur la chaîne. Abonnez-vous parce que j'ai quelques amis qui me disent mais Sylvano, je vois pas tes vidéos. Bah oui, il faut s'abonner à YouTube avec un nom sous Gmail, créer lapinrose@gmail.com. Vous vous abonnez et puis vous appuyez sur la cloche, vous recevez les notifications à chaque fois que je mets une vidéo. Sinon, vous allez les rater. Tant pis pour vous. À bientôt. Au revoir.